Comme vous pouvez le constater sur ce morceau d'affiche, il vous reste quelques jours pour voir la grande, dans tous les sens du terme, exposition que le Centre Pompidou consacre donc au cubisme. Grande à la fois par l'excellence, je trouve, du propos, qui est d'éclairer effectivement les origines du cubisme, son développement, et puis d'une certaine façon sa fécondité. Grande parce qu'elle est quasiment interminable et qu'à un moment on ne sait plus très bien, voilà. Mais bon, on ne se plaindra pas de cet excès de générosité de la part des commissaires et de l'institution. Un catalogue qui est lui-même très gros et très bien fait, bien sûr, avec en couverture un tableau sur lequel nous allons revenir tout à l'heure et dont la présence, je trouve, est particulièrement appropriée. Il s'agit bien sûr là d'un détail du portrait de Daniel-Henri Kahnweiler par Pablo Picasso en 1910. Il y a, comme pratiquement maintenant dans toutes les expositions organisées par des musées nationaux ou par la RMN, ce qu'on appelle un album de l'exposition, qui insiste plutôt sur les aspects iconographiques, le texte étant assez réduit, mais l'ensemble, en plus bilingue, fournit un très joli souvenir du parcours de l'exposition. 3 numéros hors série des 3 revues que nous citons d'habitude, Beaux-Arts, Dossier de l'Art, Connaissance des Arts, avec pour Beaux-Arts et Dossier de l'Art un parti pris côté Braque et pour Connaissance des Arts un parti pris côté Picasso. Et puis si vous allez à l'exposition, à la librairie que vous trouverez en sortant, vous verrez cet abécédaire du cubisme. C'est il y a une vingtaine d'années à peu près que Flammarion s'était lancé dans une série d'abécédaires, livres au format plutôt allongé, qui s'ouvrent par quelques pages de traitement synthétique de la question, et ensuite, effectivement, une sorte de dictionnaire, lexique peut-être plus que dictionnaire, alphabétique, qui permet de couvrir, avec des illustrations tout à fait pertinentes et des textes souvent remarquables, différents aspects de la question qui fait titre pour cet abécédaire. Il y en a un sur le cubisme, donc qui est en vente en pile à la librairie de l'exposition, et l'avantage, c'est que toutes ces choses-là sont soldées pour 3,95 €. Donc, vous voyez que là, voilà. Et puis, très remarquable, c'est une des commissaires de l'exposition, Brigitte Léal. Vous le savez, le Centre Pompidou publie des brochures sur certains aspects de sa collection permanente. Et c'est donc Brigitte Léal, une des commissaires de l'exposition, qui a rédigé il y a 3 ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons, ce volume là aussi synthétique, absolument remarquable, sur le cubisme. Voilà. Alors, il fallait commencer par une citation, bien sûr, souvenir de la Cagne, voilà. Pablo Picasso. Alors, je crois qu'à la source de toute peinture, on trouvera une vision organisée subjectivement, ou bien une illumination inspirée dans le genre de celle de Rimbaud. La référence à Rimbaud, donc illumination bien sûr. Je suis assez sensible à cette idée de organiser subjectivement. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est subjectif que ça n'est pas organisé. Probablement, la vision cubiste est une vision subjective, mais très organisée. On y reviendra tout à l'heure. Je n'attache aucune importance au sujet, mais je tiens énormément à l'objet, respecter l'objet. Alors là, je crois que Picasso vous donne une clé de ce qu'on pourrait appeler la modernité en art, en peinture en particulier, mais en art. Modernité qui commence probablement, je crois qu'on peut le dire, avec l'impressionnisme. C'est-à-dire ce moment où le comment du tableau va devenir plus important que le quoi du tableau. Chez Courbet, dans le réalisme, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les ismes que nous allons étudier maintenant, chez Courbet, dans le réalisme, il y a véritablement encore une importance du sujet. L'enterrement à Ornans, les rempierreurs de route, etc. Tout ça, ce sont des sujets que la peinture n'abordait pas. Et il y a une vraie volonté de la part de Courbet de faire entrer dans le représentable toute une partie
de l'expérience quotidienne qui était considérée comme appartenant au non noble, à l'ide noble, qui n'était donc pas un sujet légitime pour la représentation. Avec l'impressionnisme, on entre dans cette idée que tout sujet étant devenu légitime pour la représentation, le combat n'est plus du côté du sujet, le combat est du côté de l'objet, c'est-à-dire du tableau, de l'œuvre, et de comment elle est faite. Encore une fois, je crois que vraiment la fin du XIXe siècle et le début du XXe sont concernés par cette question-là. Comment c'est fait? Si vous réfléchissez au thème des séries chez Monet, c'est un thème extrêmement important pour la modernité, puisque Monet vous dit, peu importe les meules, peu importe les cathédrales de Rouen, peu importe à la limite les nymphéas, le problème n'est pas ni les meules, ni la cathédrale de Rouen, ni les nymphéas, ni bien d'autres choses encore, c'est la façon dont c'est traité. Alors c'est vrai que chez Monet, il y a cette idée d'un comment qui est de l'ordre de la lumière, mais ça reste quand même effectivement caractéristique de la série chez Monet. Alors, j'ai voulu revenir un tout petit peu sur justement pourquoi le cubisme surgit quand il surgit, probablement parce que le cubisme est peut-être le point d'aboutissement de ce que j'ai appelé le temps des ismes. Temps des ismes qui commence avec un personnage qui s'appelle Louis Leroy, né en 1812, mort en 1885. Et Louis Leroy, un jour, dans sa carrière de critique, a été confronté à ce tableau, qui s'appelle Impression Soleil Levant, bien sûr, qui décrit le port du Havre, et qui est à l'heure actuelle le joyau d'une collection parisienne qui est le musée Marmottan. Énormément d'étrangers viennent à Paris pour voir de leurs yeux Impression Soleil Levant. Je crois qu'il faut rappeler quand même ici définitivement que c'est un tableau qui a été considéré par l'immense majorité du public et par l'immense majorité de la critique comme un tableau absolument nul. Voilà, il faut le savoir. Ce qui d'ailleurs peut-être devrait, pas vous parce que vous êtes intelligent et cultivé, mais moi, devrait m'inciter à un peu de prudence quand je déclare que certaines choses sont nulles. On ne sait jamais, il pourrait arriver dans quelques décennies que, voilà, je sois complètement bien. Voilà. Alors, revenons donc à notre ami Louis Leroy, qui, confronté avec Impression Soleil Levant, au bout de 2 ans, écrira dans le Charivari le 25 avril 1874 « Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. » Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un compliment, c'est-à-dire comparer l'œuvre de Monet à un papier peint embryonnaire ou à l'état embryonnaire n'est probablement pas un compliment. Et donc, nous avons là probablement le premier des grands ismes de la modernité, c'est-à-dire tout simplement l'impressionnisme, formulé par Louis Leroy donc en 1874. Alors, ces ismes vont caractériser des mouvements qu'on appelle aujourd'hui évidemment les avant-gardes. On est en plein dans la grande période des avant-gardes. Et ces mouvements sont des réponses que les artistes vont proposer à une angoisse majeure. J'ai souvent cité la phrase ici, mais je l'ai rapportée là écrite, parce que comme nous sommes enregistrés ce soir, ça pourra servir éventuellement à d'autres gens. Dans une lettre à son ami Daniel de Montfred, qui fait partie du groupe de ces mécènes catalans qui vont être extrêmement attentifs à la modernité à la fin du XIXe et au début du XXe, autour en particulier de l'abbaye de Fontfroide, Paul Gauguin, dans cette lettre à Daniel de Montfred, écrit en parlant des photographes « Vous verrez qu'un jour leurs images auront des couleurs et qu'elles bougeront ». Sous-entendu, quand les images des photographes auront des couleurs et qu'elles bougeront, qu'est-ce qui restera pour la peinture? Et ça, c'est la grande question fin 19e, début 20e. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 1450, la peinture vivait sur un argument de marketing qui était « venez à moi la peinture et vous aurez l'illusion de la profondeur dans un espace plan grâce à la maîtrise des lois de la perspective ». Et pendant 4 siècles, personne n'a disputé à la peinture cette maîtrise. Vers le milieu du XIXe siècle est apparue la photographie. Nous avons parlé avec Mucha la dernière fois de l'affiche, et il est clair qu'on était comme cela au bord du cinéma. Et donc, d'un seul coup,
la peinture s'est demandé d'une certaine façon si elle avait un avenir, s'il lui restait un avenir. Et les ismes dont nous allons parler sont les moyens que la peinture a trouvé de décliner des lieux et des méthodes qui la rendaient d'une certaine manière unique et non véritablement soumise à la concurrence des autres formes d'image. Alors, vous avez ici une photographie d'un endroit de la vallée de la Yosemite, pas très loin de San Francisco, qui a été réalisé par un des premiers très grands photographes américains, Carlton Watkins, et qui montre quelque chose que, finalement, peut-être la peinture aurait du mal à reproduire, parce que c'est immense, c'est la définition même du sublime, tel que Turner l'aura travaillé tout au long de sa carrière, pratiquement. Mais voilà, avec une photographie, vous pouvez donner une notion de ce que c'est que le sublime. Et qu'est-ce que l'impressionnisme va proposer comme réponse au niveau du comment, à ce fait que, quant au quoi, la photographie peut faire la même chose que la peinture. Au niveau du comment, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment, cette surface qui va s'animer à cause d'une qualité de touche qui est caractéristique de l'impressionnisme, qui est évidemment la touche fractionnée. Et cette touche fractionnée va permettre, effectivement, à la surface du tableau, de donner l'illusion, on est là encore dans de la représentation, de donner l'illusion d'un mouvement qui est celui de l'eau dans le port du Havre au moment de l'impression soleil levant. Et donc, contre les autres images, ce premiérisme, l'impressionnisme, va affirmer la possibilité pour la peinture de s'en sortir par le problème de la surface et de la touche. Nous voilà au Salon d'automne de 1905. J'insiste rapidement sur la statue qui est ici présente. Il y sera fait allusion un tout petit peu plus tard. Et là, nous passons de Louis le Roi à Louis Vaucel, 1870-1943, représenté ici dans un très beau dessin de Louis Maillère. Louis Vaucel va être confronté au Salon d'automne de 1905 à ceci, dont il a été souvent question ici, c'est-à-dire cet été fabuleux de 1905 à Collioure, où Henri Matisse et sa femme vont recevoir le jeune André Derain, et où André Derain, dans un phénomène de cordée, qui annonce la cordée Braque-Picasso pour le cubisme, André Derain va entraîner son aîné vers des choses que son aîné n'avait jamais pensé pouvoir faire. Alors ça, c'est très important, parce qu'on va s'apercevoir que les ismes sont la reprise pour la modernité du thème de l'atelier, c'est-à-dire qu'on tourne le dos d'une certaine façon là à l'artiste maudit, dont Van Gogh sera un peu la dernière incarnation majeure, et on se réouvre à cette notion de collaboration, d'encouragement mutuel, ce que j'appelle dans des séminaires en entreprise la concurrence positive. C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas de meilleur vecteur d'innovation qu'un concurrent qu'on admire, qu'on respecte, qui va vous entraîner au-delà de ce dont vous vous sentiez capable et dont vous allez vous-même, d'ailleurs, que vous allez vous-même dépasser en vous servant de ces avancées pour fonder les vôtres. Et ça, c'est très caractéristique de ce qui va se passer entre Derain, que vous voyez ici, et Matisse, que vous voyez là. Alors, Vaucel, confronté à ces murs du Salon d'automne 1905, sur lequel vous avez les toiles ou leurs équivalents que je suis en train de vous montrer maintenant, va écrire dans le Gil Blas du 17 octobre 1905, au centre de la salle, un torse d'enfant et un petit buste en marbre, vous les avez vus, d'Albert Marc, qui modèle avec une science délicate. La candeur de ces bustes surprend au milieu de l'orgie des tons purs, Donatello chez les fauves. Et vous le savez, évidemment, le deuxième isme naîtra de cet article de Gil Blas d'octobre 1905. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, le fauvisme, dont le nom vient, encore une fois, de Louis Vaucel en 1905. Et là, évidemment, vous le savez, la grande victoire de la peinture sur la photographie, c'est, évidemment, Gauguin sent bien, on l'a vu tout à l'heure dans la citation, que ça ne durera pas, mais la peinture va radicaliser la dimension de la couleur, du chromatisme, au détriment
de la construction linéaire, elle va radicaliser le chromatisme parce que la peinture n'y a pas accès encore. Et vous avez ici effectivement un travail d'André Derain, dont je suppose, dans un cours de perspective, on vous dirait que la perspective n'est pas parfaitement maîtrisée et qu'elle est probablement critiquable parce qu'il y a en particulier, en fond de tableau, si je puis dire, des tassements et des étagements vers le haut qui traduisent, mais évidemment, vous êtes très peu sensible à ça, et vous avez raison, au profit, bien sûr, de la couleur. Et donc, si l'impressionnisme avait insisté sur la capacité pour la peinture de faire vivre la surface par un système de touches, le fauvisme va effectivement définir le chromatisme, la couleur, comme le lieu refuge de la peinture. Et ceci sera confirmé par le fait que la France ne sera pas le seul endroit où cette chose se passera. Cela se passera en Allemagne, bien sûr, ici avec un tableau de Kirchner qui représente une scène de rue à Berlin en 1913, ou alors, évidemment, chez Franz Marc, dans les grands chevaux bleus de 1911. Alors, à cet égard, je vous signale, probablement vous devez déjà être au courant, que nous allons avoir la chance d'avoir à Paris, entre le 6 mars et le 17 juin 2019, à l'Orangerie, organisée bien sûr par le tandem Orangerie-Orsay, une somptueuse exposition sur le Blaue Reiter, sur l'aventure du Cavalier Bleu, avec en particulier ces deux jeunes héros que sont Franz Marc et Auguste Macke, qui malheureusement, vous le savez, disparaîtront tous les deux dans la guerre de 14. Et donc, ce qui chez nous s'appelle le fauvisme, cette revendication d'une exacerbation de la couleur côté peinture au détriment de la photographie, va s'appeler ailleurs expressionnisme. Die Brücke est fondé en 1905 à Dresde et en 1912 à Murnau, mais on associe généralement Murnau et Munich, Der Blaue Reiter, bien sûr, qui a à l'arrière-plan des gens comme Kandinsky, Gabriele Munter, Mariana von Werefkind, Alex von Jawlensky, mais les deux grandes figures à proprement parler germaniques sont d'un côté Franz Marc et Auguste Macke. Voilà, et donc on a vraiment dans le fauvisme et dans l'expressionnisme cette affirmation de... Alors la couleur va réapparaître en partie, mais pas tout le temps, chez des gens qu'on appelle évidemment les futuristes, qui sont des Italiens, sous l'influence intellectuelle d'un monsieur qui s'appelle Marinetti, sur lequel nous n'aurons pas trop le temps de nous attarder maintenant. Et vous avez ici une combinaison de couleurs et de lignes qui sont censées vous créer en vous l'impression du passage rapide d'un cycliste sous vos yeux en 1913, dynamisme d'un cycliste. Il s'agit d'un tableau donc de Umberto Boccioni, qui, encore une fois, est une des figures majeures du futurisme. Et pourquoi le futurisme s'attache non seulement à l'évocation d'une couleur très dynamique et très vivante, mais aussi à des compositions de mouvements qui vont suggérer quelque chose, un mouvement qui est en train de se dérouler, de se décomposer sous vos yeux, c'est parce que du côté de la photographie, des choses sont en train de se passer. Ce très grand photographe britannique qui s'appelle Edward Muybridge, qui va s'installer aux États-Unis, et qui va, et alors là c'est très intéressant parce que ça prouve encore une fois cette idée d'une simultanéité des inventions majeures, pendant que Muybridge aux États-Unis travaille sur ce que nous appelons la chronophotographie, qui est la dernière étape avant le cinéma, de manière évidente. Vous avez à Dijon un personnage qui s'appelle Étienne Jules Marais, qui va effectivement se lancer dans des travaux de développement qui vont lui permettre d'évoquer la totalité du mouvement dans une seule image. Ça, c'était... Alors là, si vous voulez, d'un seul coup, la peinture qui avait réussi à esquiver la photographie par la question de la surface, de la touche et par la question de la couleur, se retrouve évidemment en danger. D'où le Boccioni que vous venez de voir, ou le Giacomo Balla que vous voyez ici, Dynamisme d'un chien en laisse de 1912. Je n'ai jamais décidé si je préfère le bas de la jupe, les pattes ou la queue du chien, ou la laisse. Je crois que c'est la laisse finalement. Et cette suggestion d'un mouvement est très importante. Et alors évidemment,
à ce futurisme italien, sur ce futurisme italien, va se brancher une personnalité assez fondamentale de l'époque, qui est Marcel Duchamp. Vous avez ici son nu descendant un escalier de 1912, qui sera brûlé en effigie l'année suivante dans les 3 étapes de l'Armory Show aux États-Unis, c'est-à-dire New York, Boston et Chicago. À chaque fois, une reproduction de l'œuvre sera brûlée en effigie devant, effectivement, le lieu de l'exposition de l'Armory Show. Et là, vous sentez évidemment que, même si d'une certaine manière la peinture n'a plus l'initiative, son but, c'est de montrer qu'elle peut, comme la photographie, comme la chronophotographie en particulier, représenter le mouvement, hein, et donc le futurisme. Et alors, est-ce que Duchamp est vraiment dada à l'époque? Non, puisqu'il faudrait aller jusqu'à, évidemment, Zurich et le milieu de la Première Guerre mondiale. Mais il y a quand même quelque chose dans la contestation du quoi de l'image au profit du comment de l'image chez Duchamp qui participe déjà effectivement du dadaïsme. Et puis, dernier élément de ces ismes de l'ailleurs, probablement, le suprématisme ou le constructionnisme russe, avec ici Kazimir Malevitch, bien sûr, hein. Alors, le suprématisme va se développer véritablement autour de 1915. On avait parlé l'année dernière de la présence à Vitebsk simultanément de Marc Chagall, dont l'étoile commencera à pâlir au moment de l'arrivée de Kazimir Malevitch, qui verra se regrouper autour de lui pratiquement tous les étudiants de l'école. Et c'est vrai que le suprématisme annonce une révolution picturale elle-même probablement signe avant-coureur d'une révolution politique qui ensuite d'ailleurs écrasera dans ses formes les plus répressives la révolution picturale. Et évidemment ici vous avez un constat de réalité, pour reprendre l'expression de Roland Barthes dans La Chambre claire, la photographie est un constat de réalité, alors que là vous avez tout à fait autre chose. C'est-à-dire que dans Carré blanc sur fond blanc, on ne représente pas le réel, on donne à voir probablement de manière visuelle quelque chose qui est de nature conceptuelle. Hein, ça, c'est très important. Toute une partie, on ne va pas s'amuser à faire du Derrida ici ce soir, parce qu'il est un peu tard et que quand même, mais toute la grande intuition de Derrida sur le fait que le sens naît de la différence, c'est quelque chose qui apparaît déjà chez Malevitch. C'est-à-dire que si vous n'aviez que les 2 espaces blancs séparément, vous n'auriez probablement pas d'autre sens qu'une neutralité que vous pouvez rapprocher de Mallarmé ou de qui vous voudrez, hein. Alors que la position du 2e carré blanc sur le premier génère une différence, certes à peine perceptible, mais qui prouve encore une fois que le sens ne naît que dans la différence, et que le gros problème, c'est qu'une intelligence vaut à la finesse et à l'imperceptibilité des différences qu'elle repère. C'est-à-dire qu'on juge une intelligence à sa capacité à repérer des différences qui sont pratiquement de l'ordre de l'irrepérable. Et donc, vous avez ici le suprématisme, qui est peut-être la forme la plus radicale des ismes, puisqu'elle vous dit: si la photographie est un constat réel, elle ne vous montrera jamais que le visible, alors que la peinture va pouvoir vous montrer l'invisible. Et ça, c'est extrêmement important, hein. Alors plus tard, la photographie récupérera des moyens techniques qui lui permettront de... Mais à ce moment-là, elle ne peut pas encore. Voilà, donc on a là véritablement cette série de ismes, impressionnisme, fauvisme, futurisme, suprématisme. Je ne parle pas de dadaïsme et de l'expressionnisme qui sont inclus dans... Voilà, qui sont fondamentaux et qui expliquent le cubisme. Alors, Louis Vaucel, nous lui devons, on lui devait déjà le fauvisme, on lui doit aussi le cubisme. Puisque, en septembre 1908, Vaucel rencontra Matisse, qui faisait partie cette année-là du jury du Salon d'automne, et Matisse lui raconta que Braque avait envoyé au salon des tableaux avec des petits tubes. Alors, ça, vous le savez, la relation Picasso-Matisse a toujours été une relation à la fois extrêmement proche et néanmoins souvent difficile. J'adore cette phrase de Picasso que j'ai dû citer ici de nombreuses fois. Picasso parlant de Matisse et disant « Quand l'un de nous deux n'y sera plus, il y a des choses que l'autre ne pourra dire à personne. » Alors, il pensait bien que ça serait Matisse qui partirait le premier, que c'est lui qui se retrouverait dans la situation où il aurait des choses qu'il ne pourrait dire à personne. Mais
c'est clair qu'un des moments où l'estrangement, comme on dit en anglais, l'éloignement a été le plus fort, c'est dans le cubisme. Matisse n'a jamais compris, accepté le cubisme. Pour lui, c'était quelque chose de radicalement intellectuel. On va y revenir, je pense que là, il avait très très bien compris de quoi il s'agissait. Et que cette intellectualité radicale avait pour Matisse deux ennuis. Un, il s'agissait d'un système extrêmement répétitif. Et deuxièmement, il s'agissait d'une mort de la couleur. Et je crois que ça, Matisse avait très bien compris ça. À partir du moment où le cubisme a à voir avec une exacerbation de la ligne, et alors là, vous voyez, c'est assez intéressant, parce qu'on voit bien que si depuis les origines, certes, il y a un côté florentin linéaire et il y a un côté vénitien chromatique, il y a un côté rubensien chromatique et un côté poussiniste linéaire, s'il y a deux composantes essentielles dans l'image peinte, la ligne et la couleur, on voit bien que dans ce début du XXe siècle, où l'image est contestée par les autres images, un des moyens que la peinture va trouver, c'est de délaisser l'un des deux pôles au profit d'une exacerbation de l'autre. On a vu l'exacerbation, effectivement, de la couleur chez les fauves et les expressionnistes. On a pressenti l'exacerbation de la ligne chez les futuristes. Et on va avoir une exacerbation de la ligne chez les cubistes. Et ça, pour Matisse, ce n'était pas possible. Ça ne correspondait pas essentiellement. Du coup, pendant que Paris se déploie dans le cubisme, lui part au Maroc. Et alors c'est là où on peut dire qu'encore une fois, Tchoukine est un personnage fabuleux, parce que quand il rentre du Maroc, Tchoukine est là pour acheter. Et Matisse lui raconta que Braque avait envoyé au salon des tableaux avec des petits tubes. Comme illustration, il dessina sur un bout de papier deux lignes ascendantes qui se rejoignaient au sommet et qu'encadraient quelques cubes. Alors, vous sentez le ton un tout petit peu méprisant de Vaucel par l'intermédiaire de Matisse par rapport à ce qui est en train de se passer. Cela n'ôte rien à l'intelligence extraordinaire de Vaucel, qui reste un admirable critique. Je ne suis pas sûr qu'il soit convaincu par le fauvisme ni par le cubisme, mais il les analyse de façon étonnante, en particulier à nouveau dans Gil Blas, qui était la revue dans laquelle il fonctionnait. Vaucel écrit le 14 novembre 1908, exposition Braque chez Kahnweiler. Vous avez vu son portrait tout à l'heure sur la couverture du catalogue. N'oubliez pas que Daniel Henry Kahnweiler est un marchand allemand installé à Paris, dont l'extraordinaire collection sera confisquée pendant la guerre de 14-18 et sera vendue, bien sûr, comme dommages de guerre ou prises de guerre après, effectivement, 18, bien que Kahnweiler soit revenu à Paris. Chez Kahnweiler, 28 rue Vignon, M. Braque est un jeune homme fort audacieux. L'exemple déroutant de Picasso et de Derain l'a enhardi. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il met tout de suite l'origine du cubisme d'un côté qui est un mélange Braque-Derain. Et pas tant le Derain que nous avons vu tout à l'heure du fauvisme, mais un Derain plus tardif sur lequel nous reviendrons. Peut-être aussi le style de Cézanne, ça c'est fondamental. N'oubliez pas qu'on est en 8, Cézanne est mort en 6, il y a eu la grande rétrospective de 7 qui est fondamentale pour l'évolution de la modernité en peinture à l'époque à Paris. N'oubliez jamais cette série de lettres absolument époustouflantes que Rainer Maria Rilke écrit à sa femme, restée à Worpswede en Allemagne près de Brême, cette communauté arts and crafts d'artisans artistes absolument prodigieuse en Allemagne. Elle vit là. Rilke est absolument bouleversé par la découverte qu'il fait de Cézanne lors de la grande rétrospective post-mortem, et il lui écrit une série de lettres sur Cézanne qui sont absolument somptueuses. Et Cézanne est fondamental. Ce qui n'est pas le même, on va voir que petit à petit vont se dessiner deux origines au cubisme, une origine cézannienne et une origine, la voilà, et les ressouvenirs de l'art statique des Égyptiens l'obsèdent-ils outre mesure. Et donc vous avez d'un côté effectivement Cézanne et de l'autre quelque chose qui est de l'ordre d'un néo-primitivisme qu'on va aller chercher effectivement dans des cultures non européennes. C'est extraordinaire, hein. On est en 1908, le cubisme a quelques semaines ou quelques mois et Vaucel est capable, avec la qualité de regard qui est la sienne, même s'il n'aime pas, de vous tracer l'arbre généalogique du cubisme avec un brio, une précision et une pertinence absolument exceptionnelles.
Il construit des bonshommes métalliques et déformés et qui sont d'une simplification terrible. Il méprise la forme, réduit tout, sites et figures et maisons à des schémas géométriques, à des cubes. Ne le raillons point puisqu'il est de bonne foi et attendons. Voilà, il faut bien voir, là je trouve que c'est assez extraordinaire. Visiblement, Vaucel n'adhère pas esthétiquement, il n'adhère pas au niveau du regard, mais il est capable, avec une intelligence et une culture remarquables, de démêler les chevaux des fils dont, effectivement, le mélange conduit finalement au cubisme. Vaucel poursuit, à la suite des expositions du Salon des Indépendants et d'automne de 1911, il traite Picasso de Ubu-Cube, insinuant que sa peinture est une entreprise dirigée par les Allemands contre la peinture française. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est par ce genre de choses qu'on comprend que l'intuition de Clark sur le fait qu'on se retrouve dans la guerre de 14 sans avoir compris comment, certes, mais il y avait culturellement des traces d'un nationalisme pictural ou d'un nationalisme artistique qui voyait tout ce qui était germanique comme une menace ou comme une perversion. Et alors, traité d'Ubu-Cube, Picasso va répondre, alors il s'agit de Ubu-Cube, C-U-B-E, transformé en cube, K-U-B, germanique, ce à quoi Picasso répond par le bouillon cube en 1912. Ça, c'est vraiment extrêmement intelligent. Ça revient très probablement sur des choses qui étaient propres au futurisme, puisque le futurisme, vous savez, insistait beaucoup sur le fait que la mécanisation avait changé le regard que l'on portait sur le monde. D'abord, l'avion vous permettait de voir la Terre d'en haut, ce qui était quand même la première fois dans l'histoire d'eux, et que deuxièmement, quand vous passiez à la grande vitesse d'une automobile devant un paysage, votre perception du paysage était complètement changée par la vitesse, effectivement, de l'automobile dans laquelle vous étiez. Et là, vous avez effectivement quelque chose qui, très probablement chez Picasso, traduit une lecture fine du futurisme, puisque vous avez cette idée d'une décomposition, recomposition de l'espace en fonction d'un passage rapide dans les rues d'une ville, où ce qui reste, parce que ce sont les seules choses colorées, ce sont les affiches, affiches du bouillon cube, affiches évidemment de Père-Nos-Fils et affiches de Léon, qui devait déjà probablement être un restaurant de moules frites. Voilà. Et ça, c'est quand même très extraordinaire, puisque vous avez cette espèce de géométrie obsédante de l'architecture urbaine, sur lequel les seuls éléments de chromatisme, de couleur qui viennent se plaquer, et là on revient sur Mucha. Souvenez-vous, quand on avait opposé la dernière fois les espaces un peu gris et froids des villes du Paris de Caillebotte, dans lequel effectivement les affiches de Mucha célébrant Sarah Bernard ne pouvaient qu'introduire des nuances de couleur. Et on voit bien ici que le destin commercial de l'affiche va être cassé par la recherche esthétique. C'est-à-dire que vous avez ici un Juan Gris qui s'appelle La bouteille d'anis, qui date de 1914. Ce pourrait être une publicité, mais le fait évidemment que lui est appliquée une technique de composition cubiste supprime le destin publicitaire pour en faire un destin artistique. Et là, très probablement, il y a quelqu'un qui savait ça par cœur, c'est évidemment Andy Warhol, qui a utilisé ce genre de choses pour réfléchir sur une partie de sa création. Alors, Vaucel persiste. Vaucel fut à l'origine d'une rumeur qui laissait entendre que le cubisme n'est que l'application des idées de vulgarisation sur la géométrie non euclidienne et les théories de Bernhard Riemann, un très grand mathématicien allemand proche d'Einstein, émise par Maurice Prinçet, qui était le relais scientifique français de Riemann. M. Picasso expliqua ses intentions à M. Apollinaire, lequel s'empressa de les rédiger en formulaire et de les codifier. Donc il semblerait qu'évidemment il y a des intuitions ou des intentions chez Picasso, que Apollinaire soit chargé de la formulation, de la théorisation, de la codification. La chose s'ébruita, se propagea. Le cubisme, enfant de M. Prinçet, était né. Et il faudra attendre évidemment Max Jacob et une lettre à Jean Cassou que nous allons lire ensemble, pour que soit démontée l'intuition d'une origine mathématique du cubisme. Aucun mathématicien, dit Max Jacob dans sa lettre à Jean Cassou, n'a servi le cubisme. Et Apollinaire a été aussi surpris que moi de sa naissance. Le cubisme est né un matin, ou plutôt un soir. Apollinaire, Picasso et moi dînions chez Matisse.
Là, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un enregistrement du dîner, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on se dit, la conversation ne devait pas manquer de qualité. Hein. Apollinaire, Picasso et moi dînions chez Matisse, lequel montra une statuette nègre. Picasso la regarda longuement, et le lendemain, en arrivant au 13 de la rue Ravignan, alors vous vous souvenez tout à l'heure de nos Égyptiens cités par Vaucel. Égyptiens ou nègres, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un art premier non européen dont la stylisation est en contre-pied constant du désir de réalisme de la peinture occidentale. Hein, ça, il faut bien comprendre ça. Max Jacob écrit pas ça de manière anecdotique. Tout ça, c'est complètement, évidemment, la manifestation d'un regard théorique sûr. Hein. Picasso la regarde longuement, et le lendemain, en arrivant au 13 de la rue Ravignan, le bateau Lavoir, c'est-à-dire bien sûr l'endroit de la création des Demoiselles d'Avignon, hein, je trouvais sur le plancher de grandes feuilles de papier, études au trait du canon nègre. Le canon nègre, c'est les règles de fonctionnement de l'art, effectivement, dit nègre à l'époque. À partir de ce jour, Picasso s'enfonça dans la méditation et le silence. Bien entendu, Apollinaire mit de la très belle littérature autour de ce chou nouveau, comme il en avait mis autour des Arlequins. Je crois que ceci se passait en 1906. Et très probablement, Max Jacob se souvient très bien. Puisque je vous le rappelle, les Demoiselles, c'est 1907. On va y revenir dans un instant. Alors, Vaucel poursuit. On lui doit encore un autre isme. C'est-à-dire que confronté à cette toile absolument essentielle et remarquable, hein, c'est pas par hasard que les Kröller-Müller ont acheté ça, hein, à Otterlo aujourd'hui. La partie de cartes 1917, dans lequel Léger va de manière totalement visuelle, mais en même temps extraordinairement théorisée, montrer comment la guerre de 14 est une guerre qui est le point d'aboutissement inévitable de la révolution industrielle. C'est-à-dire la prise de contrôle du réel par l'industriel, par la machine, et que, de manière métonymique, les soldats ne sont plus les maîtres de la guerre, ce sont les machines qui sont les maîtres de la guerre, et effectivement, les soldats sont mécanisés par les machines, encore une fois, métonymiquement. Je raconte de temps en temps cette histoire que j'aime beaucoup, qu'on raconte dans une maison où je travaille énormément, qui s'appelle Hermès. Émile Hermès, en 1917, a été envoyé par le gouvernement français aux États-Unis pour trouver des chevaux pour la cavalerie. C'est merveilleux. Il a croisé probablement en bateau, un bateau qui partait des États-Unis, s'en allait vers Saint-Nazaire, et à l'intérieur de ce bateau, vous aviez des grosses choses, on ne voyait pas trop ce que c'était sous d'immenses bâches, et sur ces bâches, on avait écrit 5 lettres, T-A-N-K-S, pour faire croire que c'était des réservoirs, alors que bien sûr, c'était évidemment les premiers véhicules blindés. Et c'est toujours très émouvant de penser qu'un monsieur absolument charmant et délicieux comme Émile Hermès va chercher des chevaux pendant que les premiers blindés sont en train d'arriver. C'est ce qu'on appelle encore une fois une guerre de retard. Hein, voilà. Et donc, la partie de cartes de Fernand Léger, que vous voyez ici au milieu des tuyaux à obus, si je puis dire, sur la gauche, hein, Léger c'est celui de gauche. Léger a été fasciné par la guerre, hein, il en a rapporté des images assez étonnantes. Ça, c'est un Verdun, dessin du front, qui utilise des techniques complètement cubistes, effectivement. Regardez, ça, c'est avant la guerre de 14, ça s'appelle l'escalier. Vous avez cette idée quand même que les deux corps humains, bleus et rouges, qui scandent le petit escalier central, sont en fait effectivement des mécaniques d'engrenage imbriquées les unes dans les autres et traduisent évidemment cette aliénation de la présence humaine par la reproduction ou la soumission à la machine. Ici, des soldats assis sur lesquels on peut faire le même commentaire, mais ça c'est très émouvant de voir que Léger accompagne le quotidien de la guerre de ces images déshumanisées des acteurs de la guerre. Vous avez ici un assez étonnant 14 juillet où on a l'impression que les drapeaux bleu, blanc, rouge qui sont évidemment verticalisés et en hauteur sont en train d'être dévorés à la base, là aussi par d'énormes machines qui vont complètement les absorber et les faire disparaître, très très loin d'une image aussi inspirée par le cubisme, mais que j'aime beaucoup, c'est Roger de la Fresnaye qui fait ici le 14 juillet 14, et c'est peut-être la seule critique que je me permettrai de faire à l'égard de l'exposition, outre sa longueur. C'est
peut-être la sous-présence de Roger de la Fresnaye, et puis carrément ici, vous avez évidemment toujours Léger, qui d'une certaine manière vous montre le substrat mécanique de tout le fonctionnement de la guerre. Et alors Vaucel ne s'y est pas trompé, puisqu'en 1911, il va appeler le travail de Léger du tubisme, ce qui sera confirmé par l'œuvre que vous voyez à gauche, qui est une œuvre, elle, de 1916, où au Salon des Indépendants sera présenté ce soldat à la pipe, ou soldat assis, qui vous est montré ici sur la gauche. Léger comprendra très bien cette dimension cubiste, cette esthétique, effectivement, cette esthétique déshumanisée du cubisme, qui n'était pas forcément la vision que Braque et Picasso en avaient au départ, mais qui est contenue dans l'aspect formel du cubisme. Il l'écrira, et c'est sur les murs de l'exposition. Il y a un certain nombre de citations sur les murs de l'exposition qui sont très remarquables. Il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre comme celle-là, qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux. Cette idée du morcellement de l'espace du cubisme et du morcellement de la présence humaine dans la blessure ou dans la mort de la guerre, sous les bombardements, les obus, etc., et qu'il envoie aux 4 points cardinaux. La lettre est envoyée à Jeanne Loïc, qui deviendra sa femme. Mais c'est très subtilement perçu. Et cette sorte de transformation en une sorte de mécanique monstrueuse. Raymond Duchamp-Villon, qui disparaîtra pendant la guerre et qui, vous le savez, était le frère de Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, effectivement, réalisera en 1914 ce cheval majeur qui est censé représenter un cavalier sur son cheval, et dont vous sentez que ce cavalier sur le cheval est en train de se transformer en une mécanique, en une machine. Et je crois que ça soit Léger, que ça soit Duchamp-Villon, cette perception que la guerre est devenue une affaire de machines dans laquelle ce ne sont plus les machines qui servent les hommes, mais les hommes qui servent les machines, ça c'est quand même extrêmement important. Très intéressant, il y a une vitrine, mais c'est remarquable d'y avoir pensé dans l'exposition, les travaux d'André Mare, qui deviendra un très grand décorateur de l'art déco après la guerre. Et André Mare vous présente ici effectivement le canon de 280 camouflé. C'est un carnet de guerre qui date de décembre 1915. Cette esthétique cubiste, c'est-à-dire cette esthétique à la fois mécanique, géométrique, volumétrique, dont on va reparler tout à l'heure, cette esthétique cubiste qui lui apparaît particulièrement dans les armes et dans les armes soumises au camouflage. On la retrouve aussi dans les portrait qu'il fait à l'époque. Ça, c'est un de ses amis qui a perdu un œil à la guerre. Ce que vous voyez sur la droite, c'est un autoportrait de Mare. Et puis, vous avez l'utilisation du cubisme, bien sûr aussi, pour cette sorte d'évocation d'une guerre ou d'une fin possible de la guerre ou d'un emballement dans les valeurs de la guerre qui sont finalement le reflet d'un patriotisme un peu immédiat. Est-ce que ce sont les tours de la cathédrale de Reims brûlées, je vous le rappelle, à l'automne 1914? Est-ce que le personnage au premier plan qui boit, c'est pour oublier les poilus? Enfin, voilà. En tout cas, il y a une sorte d'esthétique cubiste ici qui fonctionne parfaitement avec le côté un tout petit peu éclaté, non centré, non cohérent du récit de l'ambiance de la guerre. Et vous avez ici Albert Glaise, qui est bien représenté à l'exposition, ça voilà, et ça s'appelle Portrait d'un médecin militaire. Et là aussi, on est obligé de se poser la question de savoir si ce médecin militaire, son fonctionnement, son organisation, n'est pas finalement le reflet de ce désordre essentiel et de cette désorganisation essentielle qui est celle du champ de bataille sur lequel finalement il opère dans tous les sens de ce terme. Voilà. Et le dernier isme, ce sera probablement effectivement l'orphisme, dû non plus à Vaucel mais à Apollinaire. C'est en 1912 que lors de l'exposition de la section d'or, alors on ne peut pas se lancer dans la section d'or parce qu'il faudrait probablement faire une conférence simplement là-dessus, et Apollinaire va reconnaître dans un personnage qui s'appelle Robert Delaunay l'émergence d'une nouvelle forme de cubisme qui n'est pas un cubisme scientifique,
qui est probablement moins géométrique, moins rectiligne, moins orthogonale, mais qui est néanmoins finalement fondée sur une fragmentation de l'espace plus colorée, qui effectivement va pour lui correspondre à ce que Apollinaire appellera l'orphisme ou le cubisme orphique. Vous avez ici le Robert Delaunay de la ville de Paris en 1911 avec les trois grâces et puis la tour Eiffel, qui dialogue inévitablement avec la tour Eiffel du Zone d'Apollinaire, mais peut-être que le plus intéressant pour Delaunay, c'est ça. Ça vient le plus directement du cubisme. Ça n'aurait probablement pas été possible pour Delaunay sans le cubisme. Et vous savez, ce sont ces fenêtres ouvertes simultanément qui datent de 1912. Vous voyez vraiment la tour Eiffel, hein, ici, qui est encore là. Hein. Et puis, c'est l'idée que ces fenêtres ouvertes simultanément vont mettre en lumière non pas l'intérieur de la pièce ni l'extérieur de la pièce, mais la façon dont la lumière jouant dans ces fenêtres ouvertes simultanément va définir dans la surface des fenêtres, dans la surface de verre des fenêtres, va définir des zones de couleurs contrastées qui, à elles toutes seules, d'une certaine façon, font image. Et donc ce tandésisme, commencé avec l'impressionnisme, qui passe par le fauvisme, le cubisme, le tubisme, l'orphisme, voilà. C'est ce temps des plus toutes ces variantes étrangères dont nous avons parlé, c'est-à-dire effectivement l'expressionnisme, le futurisme, le suprématisme. Tous ces ismes sont centraux autour du cubisme. Hein. Voilà. Paul Cézanne, autre citation fondamentale. Peindre signifie penser avec son pinceau. Et ça, c'est aussi important que le comment et le quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour peindre de sentir avec son pinceau, il s'agit de penser. On sort de la sensation pour entrer d'une certaine manière, je n'irai pas peut-être jusqu'au mot concept, mais pour entrer dans une peinture qui est intellectuelle plus encore que sensible. En se méfiant bien sûr du mot intellectuel qui a souvent une mauvaise réputation, mais qui ici doit être pleinement, effectivement, rendu à sa valeur, c'est-à-dire un travail de l'intelligence plus encore qu'un travail de la sensation. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas le sensible, c'est l'intelligible qui devient central dans la peinture. Et si on termine donc nos idées de contre les autres images et qu'on termine avec le cubisme, c'est pas la peine de tout reprendre ici, bien sûr, hein, on a cette idée que le cubisme concerne le penser plutôt que le voir. Ça, c'est aussi essentiel. Il ne faut pas aller, si ce genre de formule vous irrite profondément, n'allez pas à l'exposition. Hein, ou alors allez-y parce que vous avez le sens du devoir, du sacrifice, etc. Mais c'est clair que là, et alors évidemment, c'est l'idée, si vous voulez, que tant de choses vous permettent de voir que nécessairement la peinture, si elle veut survivre, doit se replier sur le champ du pensée, dans le champ du pensée. Apollinaire, dont il a été question tout à l'heure, hein, dans l'article qu'il va donner à Der Sturm sur la peinture moderne en février 1913, écrit « Le cubisme authentique, si l'on veut s'exprimer d'une manière absolue, ce serait l'art de peindre de nouvelles compositions avec des éléments formels. » Donc l'importance du formel, la forme, le comment. Pas le fond, pas le sujet, pas le quoi. Avec des éléments formels empruntés non à la réalité de la vision, le voir, le sensible, mais à celle de la conception, l'intelligence, le comprendre. Ça, c'est très net. Et ça aussi, c'est capital pour l'art moderne et contemporain. L'art moderne et le contemporain, c'est fini l'ordre du joli. Il n'y a pas d'insulte plus fondamentale à l'égard de l'art contemporain que d'introduire le mot joli, qui est, je l'ai toujours dit, l'ennemi fondamental du beau. Le joli, c'est le déni du beau. Voilà. Le génie, c'est pour faire joli en fin d'après-midi, là, à l'heure où les biches vont boire, enfin, etc. Mais c'est complètement, absolument calamiteux dans l'histoire de l'art. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Regardons par exemple des choses comme ça. Prenez Paul Cézanne. Son portrait d'Ambroise Vollard. Vollard, c'est quelqu'un qui a
qui a compris Cézanne. Hein. On empêchera, on dira tout ce qu'on voudra sur le travail financier de Vollard, mais Vollard, c'est d'abord un œil. Hein. Et quand Vollard voit Cézanne, ben, il est quand même pratiquement le seul qui dit la peinture moderne sortira de Cézanne. Hein, voilà. Cézanne, du coup, lui rendra un portrait dans lequel, vous le sentez bien, la facture est une facture de touches quasiment géométriques, juxtaposées ou imbriquées les unes dans les autres, qui annonce à taille réduite la composition du cubisme, c'est-à-dire des éléments géométriques imbriqués les uns dans les autres. Mais là, on a la matrice du cubisme dans le portrait de... Alors, vous pouvez peindre Vollard comme vous voudrez. Ça, c'est Pierre-Auguste Renoir. C'est tout aussi émouvant. Pas joli, hein, c'est émouvant. Très beau. Magnifique sur fond comme ça. Ça, c'est Renoir, qui a une passion, enfin, qui a une admiration sans borne pour, effectivement, Vollard. Hein. On était en combien, là? En 1899, là, on est en 1908. C'est Vollard en train de contempler un modèle lot de Renoir, hein, sculpture. Et c'est encore Vollard par Renoir. Et c'est Vollard par Pierre Bonnard, fin 19e. Et c'est Vollard par Pierre Bonnard en 1904, où apparaît le thème du chat. Et ça, c'est un tableau absolument fascinant. On passe devant beaucoup trop vite. Parce que ce que vous avez là, ce sont des baigneuses de Cézanne. Et ce que vous avez là, c'est un miroir. Et là, Bonnard, qui contrairement à ce que disent les gens, c'est un peintre du sensible et du sensuel, et donc ça n'est pas un peintre... C'est un des peintres les plus intellectuels qu'on puisse imaginer, Bonnard, qui vous met juste à côté du Cézanne déformation du réel pour lui faire dire ce qu'il dit vraiment, il vous met un miroir. Et il vous dit, si vous pensez que la peinture c'est de l'ordre du miroir, alors coucou, panier, maison, dodo, pas en l'air. Là, il y a vraiment... Circuler, il n'y a rien à voir, comme disait l'autre. Hein. La peinture n'est jamais une mise en miroir du réel. Elle est toujours une transformation du réel pour faire accéder à la parole du tableau ce que, effectivement, le réel ne pouvait pas dire autrement que par le tableau. C'est absolument... C'est pas par hasard non plus que vous avez à l'intérieur du miroir quelque chose qui est à la fois un chevalet et une fenêtre. Hein. Tout ça, ce sont des tableaux qui ont l'air comme ça d'être un gentil portrait de Vollard en train de faire... douzi-douzi à son miaou, là, mais c'est d'une complexité sûre, effectivement, ce que c'est que la peinture. Et vous avez ici un dernier portrait de Vollard par Bonnard, hein, où vous avez bien sûr du Renoir, probablement ici du Manet, ou du Berthe Morisot, c'est pas sûr, et à nouveau du Cézanne. Hein, et puis des tableaux qui sont à l'envers, plus des esquisses, enfin c'est voilà. Hein, et toujours le miaou, hein, ça c'est clair. Bon, voilà. Vollard devait pas être si sympathique que ça certains jours, hein. Là, vous avez Félix Vallotton qui, visiblement, a une autre vue de Bonnard que... voilà. Hein, même dans l'esquisse. Hein. Et alors, regardez ça, c'est magnifique. C'est somptueux. C'est Picasso. Vollard, en 1915. Vollard, par Picasso, en 1924. Vous retrouvez le chat. À droite, en 1925. Mais entre ça et ça, ou plutôt avant ça et avant ça, il y a eu ça. Et alors, vous voyez, ça, c'est extraordinaire. La capacité de Picasso à prendre à l'intérieur de sa propre œuvre le contre-pied systémique de ce qu'il a fait pour pouvoir rebondir, ça, c'est absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'homme plus libre à l'égard de sa propre création que Picasso. Et il n'y a pas d'homme plus soucieux de ne pas transformer l'intuition en recette. C'est-à-dire qu'il y a chez Picasso cette espèce de haine de la recette. Dès que un mode de création d'images chez Picasso pourrait devenir recette, Picasso s'écarte de ça, le nie, pour pratiquement aller dans le contre-pied en système. Le contraire de. C'est pas par hasard si le côté complètement superficiel au sens noble du terme du cubisme va être suivi par le retour à un néoclassicisme sculptural. C'est vraiment Picasso, il sait tout faire, mais il ne s'enferme dans rien. Et il vous renvoie à cette chose qui est pour vous fondamentale, parce que Picasso, c'est un maître très, très problématique. Il vous dit attention. Le pire chez vous, c'est l'œil. Votre œil est paresseux.
Il veut retrouver des habitudes. Il veut reconnaître. Il veut se trouver dans des choses. Ah oui, ça je connais. Eh bien, moi, Picasso, j'ai un devoir qui est d'obliger votre œil à l'agilité, d'obliger votre œil à constamment rebondir dans le nouveau et à ne jamais se laisser enfermer dans la paresse de l'habitude. Regardez par exemple ça c'est Robert Delaunay. Un autre très grand marchand de tableaux, Wilhelm Hude, d'origine allemande, bien sûr. Ça, c'est Robert Delaunay en 1907. Ça, c'est Picasso, le même personnage en 1910. Et alors, peut-être que le cas le plus emblématique, c'est Daniel Henry Kahnweiler, dont nous avons cité déjà le nom à 2 reprises, à propos de l'exposition de 1908 de Braque dans sa galerie, à propos du catalogue de l'exposition La Couverture. Vous avez ici Daniel Henry Kahnweiler. Regardez ce qu'en faisait Kees van Dongen en 1907-1908, où vous avez ici un fauvisme tardif, qui est complètement assumé par Van Dongen. Regardez ce qu'en fera Derain en 1913, c'est toujours lui. Regardez ce qu'en fera Juan Gris en 1921. Et regardez effectivement ce qu'en fait Picasso en 1910. Alors là, il faut essayer, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vais vous dire, vous n'êtes jamais obligé de croire ce que je vais vous dire, mais là en particulier pas. Il faudrait presque faire un exercice pratique, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse monter sur la scène quelqu'un, homme ou femme, puisqu'il s'agit de Kahnweiler, plutôt un homme. Et mon premier mouvement serait de le tourner dos face à vous et de vous laisser imaginer que de la base du cou du personnage jusqu'en haut du crâne, il y a une fermeture éclair. Vous allez libérer cette fermeture éclair, vous allez la baisser, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec les 2 pans du visage flottants. Ils ne collent plus au crâne, ils sont flottants. Et là, vous les plaquez simultanément sur l'écran de l'œil. Parce que ce Picasso vous dit, c'est pour voir un visage, vous êtes obligé de tourner autour. Et en ça, le visage participe bien sûr de la sculpture, ou la sculpture participe du visage. C'est-à-dire que vous tournez autour d'un visage et vous allez découvrir successivement un certain nombre de plans, de lignes, de zones éclairées, de zones effectivement encore un peu dans l'ombre, qui constituent la texture et la structure du visage. Mais vous ne pouvez le faire que successivement en tournant autour du visage. Ce que je vous propose de faire, dit Picasso, c'est ce que normalement vous voyez successivement, je vais vous le présenter simultanément. C'est-à-dire que je vais mettre sur une seule surface simultanément tous les plans, toutes les lignes, toutes les zones de lumière, toutes les zones moins éclairées qui composent le visage, que vous auriez dû normalement découvrir les unes après les autres en tournant autour du visage, et que maintenant vous allez voir effectivement simultanément. Ça, c'est fondamental. Et vous voyez bien qu'ici, on est bien dans l'ordre d'un concept, on est bien dans l'ordre d'une intelligence. Il s'agit d'aller contre la manière naturelle de regarder un visage pour aller dans une stratégie intellectuelle de présentation du visage. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà. Résultat, évidemment, comme le disait Daniel Arras dans la couverture d'un de ses recueils, effectivement, d'essais, on n'y voit rien. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à voir autrement. Et ça, c'est ce que Picasso ne supporte pas. Picasso ne supporte pas cette paresse de l'esprit humain qui consiste à ne vouloir voir que ce qu'elle a déjà vu, suivant les modalités auxquelles il est habitué. Et donc le but de Picasso, c'est de renouveler votre regard, de vous obliger à regarder autrement. Et il vous dit, le peintre, ce n'est pas ce qui vous montre le familier, c'est ce qui vous oblige à regarder autrement le familier. Sinon, il n'y a pas de justification du peintre par rapport à la photographie.
La photographie vous fera un constat de réalité du familier. Hein. C'est la fameuse phrase, vous savez, que Barthes donnait dans la chambre claire. Hein. Le noème de la photographie, c'est « ça a été ». Puisque c'est photographié, je suis sûr que ça a été. Hein. Voilà. Et là, la peinture vous propose de redécouvrir le réel comme pour la première fois. C'est-à-dire que dans ce côté inhabituel du regard, le réel vous est rendu de façon surprenante, inattendue. C'est effectivement l'idée que d'un seul coup, le réel est renouvelé parce que le regard ne peut pas effectivement s'installer dans des habitudes. Et ça, c'est fondamental dans le cubisme, hein, c'est la grande leçon du cubisme qui consiste effectivement à... Vous voyez bien, là, on le voit nettement, vous avez à la fois... Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand vous commencez à passer du temps, alors là aussi, hein, la leçon du cubisme, c'est nous regardons trop vite. Nous regardons uniquement pour reconnaître des manières déjà acquises de regarder, et au fond, ça ne nous apporte rien. 2, nous regardons trop vite. Et donc, le cubisme, 1, vous oblige à renouveler votre regard, il vous oblige à plus d'attention, puisque vous êtes obligé de retravailler sur... Or, vous avez dû suer à un moment ou à un autre sur ce sujet de dissertation qui a hanté des générations, la phrase de Malebranche, l'attention, 2 points, la prière naturelle de l'âme. C'est une assez jolie formule, il faut bien dire, hein, toute malebranchienne qu'elle soit. Hein. Et donc, cette idée de l'attention qui est peut-être ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, hein, c'est-à-dire ce décentrage pour fixer l'altérité comme plus importante que le moi. Hein. Et puis, effectivement, cet autre temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Et ça, c'est la fonction de l'art. Qu'on veuille ou non. Picasso vous dit, la fonction de l'art, c'est pas de vous faire « Ah, tiens, j'ai déjà été là ». Parce que si vous allez dans certaines expositions, vous verrez les commentaires devant les tableaux, c'est « Ah, tu te souviens, on est allé… » Enfin, c'est très bien, je veux dire, c'est merveilleux, c'est mais c'est pas tout à fait la fonction de l'art. Voilà. Bon. Et là, vous avez véritablement quelque chose qui... 1, un renforcement de l'attention, 2, effectivement, une autre vision du temps, et troisièmement, effectivement, cette idée que vous allez déboucher sur une sorte d'enrichissement du réel par le renouvellement du regard. Hein, la vieille phrase de Gide, que l'intensité soit dans le regard et non dans la chose regardée. Hein, voilà. Alors... Pablo Picasso vous dit quelque part, une des choses les plus laides en art, c'est le « je vous prie d'agréer, monsieur », l'expression de ma considération distinguée. Hein. Que quand même on retrouvait dans toute une manière de faire du portrait aristocratique ou mondain à la fin du 19e siècle. J'aurais pu prendre un Sargent, j'ai pris parce que j'ai une passion pour Nadar, et puis en plus la comtesse Greffule, vous savez, c'est en fait la princesse de Caramanchimès, c'est donc un des modèles d'Oriane dans la recherche. La photo est fabuleuse, hein, la photo est magnifique. Si vous vous souvenez, ceux d'entre vous qui étaient là sur Mucha, cette gravure extraordinaire de Beardsley que je vous avais présenté, cette illustration du Salomé de Wilde, où on voit le grand manteau sur lequel se déploie le pan. Hein, bon, on est pratiquement là-dedans. Avec, regardez, la même question du miroir, hein, c'est-à-dire cette idée que la photographie vous montre le personnage de dos, grâce à la présence du miroir dans la photographie, vous allez pouvoir récupérer en plus le visage. Hein. Bon. Mais vous sentez bien ici qu'on est dans une forme d'image qui est une image à la fois très esthétisante et en même temps une image de mondanité, on va pas, voilà. Et alors du coup, Picasso effectivement vous dit, une des choses les plus laides en art, c'est le je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée, qui a sali de tout temps les meilleures œuvres, parce qu'il exprime d'obéissance à tout le monde, voilà. Et le cubisme, ça n'est pas une obéissance à tout le monde, c'est une désobéissance à ce qu'on attend de l'image, voilà. Alors, il y a le côté des demoiselles, le salon d'automne de 1905, où vous avez d'un côté Matisse et effectivement un certain nombre de tableaux un tout petit peu étonnants comme cette crique qu'on appelle la Moulade près de Collioure, et puis vous avez le bain turc de Ingres. Je rappelle que le bain turc a été commandité par un diplomate ottoman qui s'appelle Khalil Bey, qui a aussi commandité l'origine du monde de Courbet, mais c'est pas grave. Bon. Et qui, le tableau n'a jamais été vu en public, il a été pris dans l'atelier. Khalil Bey l'a vendu à un diplomate hongrois qui vient de mourir. Les héritiers veulent récupérer de l'argent sûr et le présentent au Salon d'automne 1905. Et là, c'est la controverse. Il y a des gens qui disent « Ah, écoutez, cher ami, ma petite sœur en aurait fait autant. Hein.
Mais ça, c'est de la vraie peinture, quand même. Regardez le modelé, les lignes, la création, etc. Et puis il y a des gens qui disent « Oh, ça, c'est quand même jamais que du sous-Rubens, hein », alors que ça, c'est vraiment novateur. On est en train de passer à autre chose dans l'histoire de la peinture. Et alors, le génie dans tout ça, c'est toujours Matisse. Hein. Matisse, qui est l'auteur de La Moulade, mais qui regarde quand même le peinture, qui dit, au fond, la vérité n'est probablement pas dans le ou, elle est dans le est. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un ingre fauve ou un fauve ingresque. Et c'est ce qu'il va faire au salon de printemps 1906. Il va faire Le bonheur de vivre. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est cette idée que la plupart des gens vivent dans le ou, alors que la seule solution, c'est le est. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pensée complexe. Hein. Voilà. Et alors ça va être acheté directement par Gertrude Stein. Ce qui va rendre Picasso, que vous voyez à droite alors que Matisse est à gauche, ça va rendre Picasso complètement fou. Et Picasso va se dire, si elle fout son fric chez Matisse et pas chez moi, alors là, on est mal barré. Donc, il va falloir reconquérir le regard de Stein. Et comment vous allez reconquérir le regard de Stein si vous êtes en 1906 au Salon de Printemps, en faisant en 1907 Les Demoiselles d'Avignon? Ça, c'est l'enchaînement des dates est imparable. Hein, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, le Vaucel, qui est vraiment pas le dernier des crétins. Vous avez parlé simultanément de Picasso et de Derain, mais évidemment pas du Derain de Collioure en 1905, du Derain en 1907, qui ressemble quand même plus aux Demoiselles d'Avignon qu'à quoi que ce soit d'autre. Et là, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas si l'un des deux voit l'autre. On n'a jamais su. Mais c'est très étonnant que Derain, sortant de ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui sont quand même des aplats presque de mosaïques byzantines de tesselles de couleurs différentes, reviennent tout d'un coup à quelque chose d'aussi sculptural et d'aussi présent physiquement. Quant à Picasso, alors lui, c'est comme s'il s'était fait une checklist de ce qui se passe dans Le bonheur de vivre de Matisse, et il s'est dit, on va faire le contraire, prise de contre-pied systémique. Hein. Profondeur chez Matisse, pas de profondeur chez Picasso, tout vient vers le devant de la toile. Format paysage chez Matisse, format portrait chez Picasso. Couleur chaude chez Matisse, couleur froide chez Picasso. Prédominance des courbes et de la prédominance des angularités, etc. C'est comme si effectivement Picasso s'était dit, c'est une grossièreté que je vais dire, la vieille, enfin une grossièreté même pas, mais elle n'était pas vieille en plus à l'époque, hein, mais la Stein s'est laissée, il faut absolument lui montrer, et ça c'est extraordinaire. Il m'arrive là aussi dans des séminaires sur l'innovation en entreprise de suggérer, parce que l'entreprise, comme toutes les communautés, est extrêmement réticente à envisager de faire le contraire de ce qu'elle a toujours fait. Et en même temps, le simple fait qu'on puisse envisager, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais le fait d'envisager libère tellement d'énergie que c'est quand même toujours bénéfique, comme disait l'autre. Hein. Et là, c'est vraiment assez fabuleux. De même que, si vous voulez, c'est clair que dans le tableau de Matisse, vous avez deux formes de... Hein, vous avez la musique qui est suggérée ici à deux reprises comme Sister Art de la peinture. Là, c'est évidemment la sculpture. Hein. C'est vraiment, il y a une prise de contre-pied systémique. Et alors, vous vous souvenez probablement que, voyant que Stein a acheté Le bonheur de vivre, Picasso nous fait un gros roudoudou-boudeur. Hein. Il dit à Fernand d'Olivier, phrase qui sera reprise plus tard par un leader politique français fameux, « Fernand, fais des bagages, on rentre en Espagne ». Et ils partent effectivement en Espagne pour l'été 1906, jusqu'à l'automne. Et quand ils partent, il ne faut jamais oublier que Picasso est en train de faire le portrait de Gertrude Stein, aujourd'hui au Métropolitane, et que quand il part, il manque un élément relativement important du portrait qui est le visage. D'ailleurs, si vous regardez le visage, toute personne qui regarde précisément le visage voit bien que la facture du visage n'est pas la même que celle du reste du tableau. Le visage ne fonctionne pas comme le reste du tableau. Et c'est là où intervient Matisse. Matisse est adorable. Picasso est un personnage très problématique. Matisse est tellement gentil et délicieux. Avec l'argent que Stein lui a donné pour Le bonheur de vivre, devinez ce qu'il a fait. Il a acheté un masque d'art nègre à Picasso et il lui apporte à l'atelier du bateau Lavoir, rue de Ravignan, au moment où Picasso va partir pour l'Espagne. Et là, c'est là où on retombe sur un... Picasso ne peut rien laisser en repos. Il utilise tout, il se sert de tout. Et je suppose que quand il a vu le masque, il s'est dit « Ah oui, là il y a un problème. Dans le portrait, le mimétique c'est fini parce que le mimétique c'est le photographique. Or, qu'est-ce que me suggère ce masque ici? Un portrait qui ne soit pas fondé sur le mimétique, mais sur le totémique. Et ça, c'est fabuleux.
la façon dont Picasso comprend que le portrait, pour survivre en peinture, ne peut plus être mimétique, parce que ça, la photographie le fera, confère Nadar tout à l'heure, mais il faut qu'il devienne totémique. Et regardez, hein, ça, ils sont présents à l'exposition, les masques Fang. Hein. Et cette phrase de Picasso magnifique, les plus grandes émotions artistiques, je les ai ressenties lorsque m'apparut la sublime beauté des sculptures exécutées par les artistes anonymes de l'Afrique. Vous vous souvenez de l'histoire tout à l'heure qu'on nous a racontée de Picasso, de Matisse et d'Apollinaire, etc. etc. Hein. La sublime beauté des sculptures exécutées par les artistes anonymes de l'Afrique. Ces ouvrages d'un religieux passionné et rigoureusement logique. Religieux passionné, l'émotion. Rigoureusement logique, l'intelligence, l'intellectuel, la conceptualisation dont on parlait tout à l'heure à propos de ces ouvrages d'un religieux passionné et religieusement logique sont ce que l'imagination humaine a produit de plus puissant et de plus beau. Et du coup, regardez, la première victime, entre guillemets, de ça, c'est Fernand d'Olivier, qui va être soumis à un glissement du visage mimétique vers un visage totémique. Plus ça avance, plus on perd la ressemblance au profit effectivement du masque, jusqu'au bascule. Bascule dans la danse au voile, hein, dont ici vous avez un travail préparatoire, la danse au voile nue à la draperie, là aussi, qui est-ce qui achète ça en 1907, directement au moment où c'est fait, c'est Tchoukine. Et à droite, regardez la transformation d'une statuette d'art africain en tableau, dans lequel on rajoute les couleurs tout en préservant la géométrisation de la forme. Regardez, tout ça aussi sur les de Tchoukine, bien sûr. Hein. Regardez ça, c'est extraordinaire. Hein. Il comprend très bien que dans la photographie, les présences ne sont pas cernées. C'est-à-dire que vous avez juxtaposé deux présences, mais vous n'avez pas un cerne, trace du travail du peintre, qui insiste sur l'enfermement d'une présence en la distinguant des autres. Et donc ici, vous avez le cerne bleu, regardez, qui apparaît, qui est quand même très étonnant. Et ça aussi, c'est une des origines du cubisme. Hein. Et là, vous avez effectivement le point d'aboutissement de ce travail de l'été 1906. Hein. C'est le moment où il rentre à Paris à l'automne, où il se met véritablement à travailler sur les Demoiselles d'Avignon, et où il reprend le masque, tout ce que vous voudrez, on l'a déjà dit. Hein. Et regardez cette géométrisation des corps, hein, cette angularité des corps, cette géométrisation qui s'oppose aux lignes courbes, bien sûr, du Matisse du Bonheur de vivre. On la retrouve à la fois dans les corps, mais aussi dans les natures mortes. La seule excursion que Picasso se permettra quand il sera effectivement en Espagne, c'est Madrid, le musée d'archéologie nationale, où il va voir la sculpture Celtibère, qui est une sculpture effectivement du totem et pas évidemment du mimétisme, les trois femmes, qui sont étonnantes. Et alors c'est là où c'est fascinant, parce que ça nous explique le fonctionnement du cubisme. Ça, si je vous laisse me dire qui est-ce qui a fait ça, vous avez 3 secondes pour réfléchir. Vous allez bien sûr vous dire, s'il nous pose la question, ça ressemble tellement à du Picasso, ça doit être du Matisse, et vous avez gagné. C'est du Matisse. Mais c'est du Matisse de 1908. C'est-à-dire c'est du Matisse dans lequel Matisse a regardé les Demoiselles d'Avignon. Et regardez le changement entre 1906, rien que des aplats cernés par des lignes courbes, et 1908 en bas, où vous n'avez que des imbrications de plans volumétriques dans des couleurs qui n'ont plus aucun rapport avec l'enchantement des couleurs du bonheur de vivre. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et là, vous sentez à nouveau cette dimension de l'atelier. Hein. Vous n'avez plus un Rubens qui rassemble autour de lui Snyders, Van Dyck, Jordaens, Jan Bruegel de Vloer, etc., pour les faire collaborer à la création d'un tableau, dont lui a envisagé la mise en scène puisqu'il est le maître, le patron. Mais vous avez, on n'est plus dans de la peinture de commande, on est dans de la peinture de marché. Et dans cette peinture de marché, évidemment, si vous voulez rester regardable sur le marché, il faut que vous voyiez ce que font les autres pour ne pas être complètement. Alors à la fois, il faudra trouver quelque chose qui sera radicalement personnel, radicalement original, radicalement vôtre, et en même temps, probablement, vous tenir au courant de ce qui s'achète. Je suis désolé, c'est un changement complet de rapport à la création.
hein. Et regardez le visage de Stein, hein, qu'on retrouve ici. Hein. Vous savez que quand elle a vu le portrait... Picasso, je voulais raconter ça, hein. Picasso a fini le tableau sans jamais la revoir. Elle était un peu agacée quand même, parce que, bon, elle était allée très souvent rue Ravignan pour poser, ce qui, depuis la rue de Fleurus, n'était pas absolument évident. Hein. Et quand elle est entrée dans l'atelier de Picasso, rue de Ravignan, là, au Bateau Lavoir, et qu'elle a vu le portrait, elle a eu un moment de silence. Et Picasso l'a regardée et lui a dit « Vous verrez qu'un jour, vous lui ressemblerez ». Ce qui est absolument fabuleux, je veux dire, c'est une phrase étonnante. Et elle lui a ressemblé, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Et vous sentez ici, regardez, c'est étonnant, hein, la façon dont le Stein de fin 6 va inspirer le visage, l'autoportrait de 7. Hein. Et alors c'est d'autant plus intéressant que ça va se retrouver jusque, évidemment, dans les Arlequins. Hein, puisque, vous savez, l'Arlequin, on l'a dit à propos de l'exposition sur Venise, en partant évidemment des Gian Domenico Tiepolo, l'Arlequin est intéressant chez Picasso parce qu'il représente le statut extraterritorial de l'artiste. C'est-à-dire l'artiste n'étant plus un artiste de commande, n'est plus intégré dans la société, il ne travaille plus pour le roi, pour des aristocrates, et donc il est toujours à la marge. Hein. Il y a toujours une dimension marginale. Et cette dimension marginale, comme chez Gian Domenico Tiepolo, à propos effectivement des Polichinelles, Picasso va la récupérer à propos des Arlequins. Il va faire de l'Arlequin l'emblème de l'extraterritorialité, donc de la marginalisation de l'artiste. Et ici, vous avez un Arlequin qui est complètement cubiste. Alors que, regardez, ça c'est étonnant, hein, c'est Picasso. Seulement, c'est pas avant, c'est après. Ça, c'est Picasso en 1923, 14 ans après ça. Et donc, cette capacité de revenir à une image beaucoup plus classique et beaucoup plus immédiatement reconnaissable, hein, c'est prodigieux chez Picasso, cette sorte de versatilité. Alors, de l'autre côté, vous avez le chemin de Cézanne, bien sûr. Vous n'avez pas le chemin du néo-primitivisme de Picasso, vous avez le chemin de Cézanne, qui est un chemin de la géométrisation pure. C'est-à-dire montrer que sous le désordre apparent du monde, il y a un ordre caché du monde. Et que cet ordre caché du monde, il est de nature géométrique et volumétrique, et que cet ordre caché du monde, puisque Cézanne, vous savez, était un croyant absolu, c'est la signature de Dieu dans, effectivement, le réel. Cette réduction possible du réel à des formes élémentaires qui font tenir le réel debout. Vous connaissez tous, par cœur, bien sûr, la lettre de Cézanne à Émile Bernard, du 15 avril 1904, où il dit « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône ». C'est le vocabulaire du cubisme, hein, c'est-à-dire de la géométrie volumétrique. Le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, que chaque côté d'un objet d'un plan se dirige vers un point central. Et donc vous avez Braque, effectivement, hein, qui va travailler sur, regardez Picasso, c'est extraordinaire. Le cylindre, la sphère, le cône, le sexe féminin, cette espèce de ligne-là fragile au centre, et puis ces espèces de grandes masses. Hein. On a l'impression d'un bois qu'on vient effectivement d'équarrir, pratiquement, c'est étonnant. Hein. Chez, évidemment, Braque, la nature morte cézannienne et sa géométrisation, il faut effectivement repenser à des choses qui ont été écrites là-dessus, j'oublie le nom maintenant, mais ce personnage qui a beaucoup travaillé sur les pommes de Cézanne. Hein. Regardez la géométrisation de la nature morte, effectivement, de Braque, hein. Et regardez, évidemment, dans le paysage, hein, ça c'est Braque en 6, l'année de la mort de Cézanne, c'est avant le regard sur Cézanne au niveau de la rétrospective qui suit la mort de Cézanne en 1907 à Paris, hein, et parti d'une sorte de post-fauvisme, parce qu'ici Braque c'est un post-fauve, tout simplement. Hein. La rencontre avec Cézanne va permettre dans un premier temps à la couleur de commencer à se passer, hein, la couleur s'en va vers une sourdine, et au profit de quoi? Au profit d'une géométrisation. C'est-à-dire que la couleur devenant, évidemment, se pastelisant, hein, la géométrie va pouvoir apparaître jusqu'à ce qu'elle apparaisse, effectivement, de façon essentielle, avec un travail symbolique étonnant, puisque là, vous avez la nature qui fonctionne comme une espèce d'arc brisé, une ogive,
hein, qui vous signale un lieu sacré, et ce lieu sacré, c'est la mise en ordre du monde par la géométrie élémentaire qui apparaît dans le viaduc de l'Estac, sur ces formes effectivement de lignes droites et d'arcs en plein cintre, devant lesquels et derrière lesquels se déploient effectivement les sphères, les cônes, les cylindres du travail de... Et regardez, c'est étonnant, parce que là on est en 8, hein, chez Braque. Et là on est en 8. Et pas chez Braque, chez Picasso. C'est-à-dire que d'un seul coup, Picasso regarde Braque en train de regarder Cézanne. Et ça change complètement le travail de Picasso. Et là, vous avez la justification de la phrase de Braque. Au moment du cubisme, Picasso et moi étions comme deux montagnards encordés. L'un ne pouvait pas avancer sans que l'autre le suivît, et réciproquement. Ça, c'est fabuleux. Le rapport de provocation au dépassement par intégration de la nouveauté qui avait fonctionné entre Matisse et Derain à Collioure dans l'été 1905 se reproduit en 1908 dans la naissance du cubisme. C'est évidemment Braque, toujours le viaduc de l'Estac, qui l'obsède, hein, et vous sentez à quel point les maisons du premier plan sont totalement cézanniennes. Et regardez, on voit bien ici chez Cézanne, dans la carrière de Bibémus en 99, que Cézanne volontairement ne distingue plus entre des architectures naturelles et des architectures humaines, l'architecture humaine étant un moyen de lire les architectures naturelles. Par l'architecture humaine, on peut lire l'architecture naturelle, que Braque reprend évidemment triomphalement, avec quelques variations à propos des ports, peut-être effectivement Veules-les-Roses, puisque Veules-les-Roses est tout près de Varangeville où il s'installera, la géométrie effectivement de la route de l'Estac fin de l'été 1908, et alors, très important, l'installation en 1909 de Braque à la Roche-d'Uillon. La Roche-d'Uillon, vous savez, c'est sur la bord de la Seine, pas très loin de Véteuil. Il y a là des falaises en bordure de Seine sur lesquelles on a construit un château médiéval. Et vous n'arrivez pas très bien à voir ceux qui participent de l'architecture des remparts et de la forteresse et ceux qui participent de l'architecture de la falaise elle-même totalement géométrisée. Et ça va fasciner effectivement Braque, hein, qui lie une sorte d'organisation cézannienne du monde. Et c'est, voilà. Et alors ça va déclencher, hein, le travail de Braque va déclencher des choses étonnantes. Vous avez ici un Raoul Dufy, usine à l'Estac. Si je ne vous avais pas dit que c'était un Raoul Dufy, si je vous avais dit que c'est un Braque, mais vous connaissez tous l'œuvre de Dufy et de Braque par cœur, donc vous auriez protesté. Mais peut-être vous n'auriez pas protesté tant que ça, en disant après tout, voilà. Parce que peut-être aussi, vous vous souvenez que Raoul Dufy, juste avant ça, c'est-à-dire juste avant le regard sur Braque, c'est ça, c'est aussi du post-fauve. Mais grâce au travail de Braque, ça devient ça. Ce qui est quand même très étonnant. Hein. Et regardez, ça c'est Picasso. La maison sur la colline à Horta de Ebro, à l'été 1909. Le réservoir à Horta de Ebro en été 1909. Alors, la première grande exposition qui a été faite sur ce sujet a été faite il y a environ maintenant une trentaine d'années. J'aurais dû retrouver la date, mais vous la retrouverez sans problème, au MoMA, où ils avaient affiché dans la même salle des Braque et des Picasso en enlevant les étiquettes. Pour bien montrer, le but était pédagogique, c'est de montrer à quel point justement le regard à la fois étonné et conquis et en même temps provoquant celui qui regarde au dépassement par rapport à ce qui est regardé, c'est-à-dire à la fois à parvenir au niveau de ce qui est regardé et en même temps à le dépasser. Et ça, c'est évidemment du Braque. Là, je vous ai montré du Picasso, ça, c'est du Braque. C'est le Sacré-Cœur. Vous retrouvez le dôme du Sacré-Cœur quelque part ici, par là. Voilà. Ça, c'est encore du Picasso. Les briqueteries à Tortosa. Et ça, ce sont les usines du Rio Tinto à l'Estac. Et ça, c'est Braque. Et ça, c'est 1910. Et Tortosa, c'est 1909. Donc, vous sentez qu'il y a cette espèce de... Alors, ceci sera repris plus tard. Et c'est vrai qu'un des personnages qui se sort très très bien à l'exposition, c'est quelqu'un que moi je n'avais pas revu depuis très longtemps, qui s'appelle Survage, au Survage, Léopold Survage, qui c'est un tableau remarquable sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ça s'appelle Les Usines, ça date de 1914. Et vous vous doutez bien que les usines, à la mesure où elles produisent des choses comme ça, et peut-être aussi des choses comme ça, c'est-à-dire des soldats de la production qui vont devenir des soldats de la destruction, il y a un regard sur ce monde industriel destiné inévitablement à la guerre qui est assez étonnant. Et puis Glaise, bien sûr, et son paysage cubiste,
qui, alors là, on sent que le cubisme est utilisé pour, d'une certaine manière, réenchanter le monde par la juxtaposition d'une forme inattendue et d'une couleur incandescente. Chez Picasso, il y aura évidemment beaucoup cet aspect sculptural, hein, ça c'est clair. La tête de femme que vous voyez là prépare inévitablement la tête de femme de Fernande que vous voyez là en sculpture. Et puis, il y a ce nouveau développement, c'est en ça que c'est étonnant, hein, ça, c'est le nouveau développement des papiers collés. C'est 1912, Braque récupère des rouleaux de papier peint qui imitent le bois, et il découpe des rouleaux de papier peint qui imitent le bois, et il les colle sur de la toile, et ensuite, ou sur du papier, et ensuite il fait des dessins. Et alors on sent bien, si vous voulez, ça c'est étonnant, hein, qu'il y a de la part de Braque une inquiétude. Est-ce qu'ils sont encore capables de lire? Et ça, Butor avait écrit un livre magnifique qui s'appelait Les mots dans la peinture, où il disait il y a un moment où les cubistes ont eu peur de devenir illisibles. Et ils ont récupéré des mots, fragmentés bien sûr, pour pas que ça apparaisse trop évident, mais ils ont commencé à insérer des morceaux de mots pour faciliter la lisibilité du. Et ça, c'est 1912. C'est le premier papier collé. Et là, il faut bien voir que l'initiative, c'est Braque. De même que le détour par Cézanne, sur lequel Picasso va rebondir en important en même temps le néo-primitivisme. Hein, voilà. C'est fabuleux. Quand on voit ces choses-là, c'est vraiment étonnant. Hein. Je vous avouerai qu'après avoir fait ce papier-collé, j'ai eu un choc, et ce fut un choc encore plus grand pour Picasso quand je lui montrais la chose. Et du coup, vous avez Braque, bien sûr, encore ici, le compotier et les cartes. Hein, voilà. Et puis, vous avez Picasso qui s'y met. Hein, et qui va utiliser effectivement une sorte de linoléum représentant le canage d'une chaise pour le coller sur la surface de la toile avant d'organiser la toile autour. Vous avez effectivement le petit déjeuner de Juan Gris qui est typique d'un papier collé. Alors là aussi, Stein, vous savez, disait Picasso speaks and Braque sings. Elle avait l'impression qu'il y avait un lyrisme plus grand chez Braque. Quand vous regardez les papiers collés, c'est pas vrai. Dans les papiers collés, le plus lyrique, le plus chatoyant pour l'œil, c'est souvent Picasso. Il y a une rigueur, effectivement, monochrome ou réduite à très peu d'images. Alors, chez Juan Gris, Picasso est capable de revenir en arrière. Vous avez là, effectivement, un violon et clarinette de 1913 qui montre un Picasso qui revient vers quasiment la monochromie ou la juxtaposition de deux couleurs relativement sombres, marron, noir, sur fond blanc, avec des lignes. Gris jouera toujours la carte de la couleur. Et Picasso est capable d'alterner entre des choses très rigoureuses, très austères, et des choses au contraire très lumineuses. Hein, cette grappe de raisin, cette poire coupée. Hein, alors que Braque reste, et Braque a une passion musicale qui est Bach. Et pour lui, Bach, c'est un musicien gris, et il a raison. Si vous avez entendu les Goldberg par Gould, bien sûr, il y a quelque chose de gris. Il y a quelque chose là aussi d'une musique qui est une musique du concept et pas une musique qui ne deviendra une musique de l'émotion que parce qu'elle s'est retenue très longtemps dans le concept. Hein. Et c'est magnifique, l'aria de Bach ou ça. Hein. Et vous avez cette espèce de volonté de Picasso de montrer finalement que ce qui est à plat pourrait aussi être en relief. Il ne peut pas laisser les choses en l'état, Picasso. Il est constamment en train de réinventer de nouvelles manières de. Hein. Violon et bouteille sur une table. J'adore effectivement à côté de l'absinthe de Degas son verre d'absinthe. Hein. Mais ces formes du verre d'absinthe de Picasso, elles rebondissent chez un type comme Henri Laurence. Comme les papiers découpés vont rebondir chez Henri Laurence. Et regardez ça, c'est étonnant. Hein. C'est après le bal, femme tenant un éventail, 1908. Regardez combien ce cubisme volumétrique géométrique va inspirer Metzinger pour faire des choses qui sont complètement différentes. Metzinger va retenir la linéarité, la visibilité des lignes, et il va en faire l'argument de sa femme à l'éventail, de son cubisme. La femme à l'éventail de Picasso, c'est complètement différent. Mais si vous regardez ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Femme dans une chemise sur un fauteuil 1913-1914. C'est exactement le même sujet que celui-ci, traité complètement différemment. On est passé d'un cubisme analytique, volume, géométrie, à un cubisme synthétique. On aplat,
on aplatit tout. Le dessin préparatoire, c'est Marcel Duel, celle qui va devenir Eva et qui mourra pendant la guerre de 14 et qui laissera Picasso inconsolable. Elle a eu l'avantage de mourir avant d'être... voilà. Mais c'est le même sujet. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est le même sujet. Et la différence de traitement entre un cubisme analytique du volume et de la géométrie et un cubisme synthétique qui est un aplatissement et une imbrication dans la planéité d'un certain nombre d'éléments constitutifs du dessin, c'est très étonnant. Voilà la femme à la guitare de Braque en 1913, et voilà la femme à la guitare de Picasso en 1913. Partie de la même, effectivement, racine, vous avez des variations extraordinairement différentes. Le seul petit problème que j'ai avec cette exposition, c'est la relative absence de Roger de la Fresnaye, son fameux 14 juillet que vous avez déjà vu tout à l'heure, et je ne suis pas sûr que je ne préfère pas la version préparatoire, qui est encore plus énigmatique et plus cubiste finalement, la conquête de l'air. Et puis, chez Roger de la Fresnaye, j'avoue que j'ai une passion pour cet homme assis, qui est un des plus beaux portraits qu'il ait fait, on ne sait pas de qui, et qui est une sorte d'hommage absolu au cubisme. C'est-à-dire que là, Roger de la Fresnaye vous dit je ne suis pas un cubiste, mais je n'aurais pas pu faire ce portrait sans la liberté de travail, liberté de consentir à une sorte de discipline géométrique absolument sans faille et qui permet tout d'un coup de faire apparaître miraculeusement sur ce fond de géométrie exigeante le mystère d'une présence. Je vous remercie.